Ce que je souhaite faire ce soir, une fois n'est pas coutume à un festival d'astronomie, c'est vous inviter à sortir l'œil du télescope, redescendre sur Terre et voyager un peu à travers l'histoire. Ou plus précisément, l'histoire de notre espèce. Ou plus précisément, on va dire une petite partie, une parcelle de la longue histoire de notre espèce, Homo sapiens. Et en fait, je vais vous inviter à faire une forme d'exploration, d'enquête, de voyage à travers les sciences de la nature, mais aussi les sciences humaines et sociales, avec comme objectif de remonter jusqu'aux racines de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Alors par curiosité, combien parmi vous avez déjà rencontré ce terme Anthropocène? Est-ce que vous voulez bien lever la main si c'est le cas? Oh là là! J'ai affaire à un public déjà très très informé. J'espère que vous allez quand même apprendre des choses ce soir. Je vous rassure, mon objectif, ça ne va pas être de vous envoyer toute une litanie de chiffres déprimants qui illustrent à quel point on a hérité d'une civilisation un peu mortifère. J'imagine que vous les connaissez déjà, surtout si vous êtes déjà assisté au précédent marathon des transitions les années passées à Florence. Ce que je souhaite faire plutôt, c'est vous inviter à explorer quelques-unes des nombreuses causes de la situation compliquée dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ces causes sont nombreuses et l'idée c'est que j'aimerais élargir un peu le cadre de la réflexion ce soir au-delà de la question du dérèglement climatique qui est fondamentale et de la transition énergétique. J'aimerais vraiment élargir la focale. Pourquoi est-ce que je souhaite faire ça? Parce que je suis persuadé, pour paraphraser un sociologue, Pierre Bourdieu, que la connaissance du plus probable est ce qui rend possible la réalisation du moins probable. En tout cas, j'adhère à cette idée. Et donc, ce que je souhaiterais faire, finalement, c'est... je suis, disons, convaincu. Mon pari, c'est que la compréhension de notre histoire sur le temps long, si vraiment on prend du champ, c'est une condition nécessaire, préalable, mais vraisemblablement pas suffisante, à entamer cette transition, voire on pourrait dire cette bifurcation écologique et sociale tant attendue, tant annoncée. Bifurcation qui fera l'objet donc du marathon des transitions mercredi. Et avant de me lancer, j'aimerais peut-être commencer par, avant de plonger donc au cœur du sujet, je voudrais, Festival de Florence oblige, je voudrais recontextualiser notre histoire dans un contexte qu'on pourrait, dans un cadre qu'on pourrait qualifier de, disons, d'astronomique et de cosmologique. Et pour ça, en fait, je vais faire appel à deux figures d'autorité, Calvin et Hobbes. Calvin nous disant: tu te rends compte, la Terre n'était qu'un nuage de poussière il y a 4,5 milliards d'années. Et il y a 3 milliards d'années, les premières bactéries sont apparues. Puis la vie marine, les dinosaures, les oiseaux, les mammifères. Et enfin, il y a 1 million d'années, l'homme. Et maintenant, en 1998, parce que ça date un peu, il y a moi, l'apogée de l'évolution. Alors, en termes de contexte astronomique et cosmologique, évidemment, cette photo est très importante. C'est une photo qui a été prise en 1990 par la sonde Voyager 1, 13 ans après être partie. Et à cette époque, il me semble qu'elle était déjà au-delà de l'orbite de Neptune, en dehors du plan de l'écliptique. Elle s'est retournée et puis elle a pris une photo d'un petit point que vous pouvez peut-être voir ici, un petit point bleu pâle, perdu dans ce vaste cosmos. Et ce petit point bleu pâle, c'est la Terre, c'est notre foyer. Alors il y a un conteur qu'on aime beaucoup ici à Florence qui est Hubert Reeves, et il y en a un autre qui a beaucoup fait pour nous faire sentir à quel point nous sommes petits dans ce vaste cosmos, c'est Carl Sagan, ou Sagan, qui quelques années donc après que cette photo a été prise, a écrit ce livre, Pale Blue Dot, dont je voudrais vous lire quelques paragraphes. Alors je suis désolé, je ne les ai pas appris par cœur, mais je trouve vraiment que c'est très très joli, et à titre personnel, j'ai été beaucoup touché par ces mots, et j'espère que vous vous laisserez traverser et toucher comme j'ai pu l'être la première fois que j'ai lu ces mots. Je cite: « De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici, c'est notre foyer,
c'est nous. C'est sur lui et tous ceux que vous avez aimés, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu ou ont vécu leur vie, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions ou convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est toute petite, une toute petite scène sur une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie de la vanité humaine que cette lointaine image de notre monde minuscule. Et pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Alors, plus modestement, moi j'ajouterais à ces mots poignants la question suivante. Qu'y a-t-il de plus précieux que le vivant, ce phénomène extraordinaire qui est apparu uniquement, jusqu'à preuve du contraire, sur ce minuscule point bleu pâle. Sans mise en mouvement adaptatif de la matière, pour reprendre une très jolie expression que j'ai entendue plus tôt, je crois que c'était lors du Marathon des Sciences, effectivement, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion, pas de conscience, pas de questionnement, pas de connaissance, pas d'imagination, pas de découverte, pas d'émerveillement, pas de regard et donc pas non plus de beauté. La beauté d'un arbre, par exemple, l'arbre de la vie, ici, l'arbre phylogénétique qui vous montre, à travers quelque chose comme 4 milliards d'années d'évolution biologique, l'extraordinaire diversification et diversité des formes du vivant. La façon dont il s'agit de lire ce diagramme, c'est quand vous êtes au centre, grosso modo, vous remontez, plus vous allez vers le centre, plus vous remontez dans le temps, et plus vous vous éloignez comme ça, plus vous le rapprochez du temps présent. Donc vous avez ici quelque chose qui s'apparente au dernier ancêtre universel connu, Lucas, qui aurait vécu peut-être il y a 3,5 ou 4 milliards d'années. Et puis vous voyez ensuite cette diversification des formes du vivant avec de grandes étapes comme la grande oxydation, les grandes glaciations, l'explosion cambrienne, au cours de laquelle les vertébrés ont colonisé la Terre et les formes du vivant se sont considérablement diversifiées, les formes animales en particulier. Puis vous avez 5 extinctions massives, la dernière ayant pris place donc il y a à peu près 66 millions d'années, qui a donné lieu à la disparition des dinosaures, mais a ouvert de nouvelles niches écologiques pour les mammifères, dont évidemment les primates, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc la suite de l'histoire, on peut regarder d'un peu plus près de ce côté-là. Parmi les mammifères et parmi les primates, il va y avoir les hominidés, et parmi les hominidés, il y aura le genre Homo, et dans le genre Homo, il y aura à un moment donné l'espèce Homo sapiens. Et le point essentiel sur lequel je veux insister ici, c'est que
Homo sapiens n'est qu'une espèce parmi des millions, peut-être 8 millions, avec lesquels nous partageons cette planète, et qui sont toutes ici. Et nous sommes effectivement tous cousins au sens où nous avons des ancêtres communs avec toutes ces espèces. Par exemple, nous avons un ancêtre commun avec le hareng, qui aura vécu il y a peut-être quelque chose comme 400 millions d'années. Si je regarde un petit peu plus près, mettons à l'échelle d'une dizaine de millions d'années, dans la grande famille des hominidés, il y a des tribus, des sous-tribus, il y a des genres et puis des espèces. Donc vous reconnaissez ici, excusez-moi, les gorilles, les chimpanzés contemporains ici, et puis ici tous les australopithèques, l'émergence du genre Homo il y a peut-être 2,5 ou 3 millions d'années, et beaucoup d'espèces dans le genre Homo, pas seulement Homo erectus, il y a aussi par exemple l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova, qui ont vécu il y a encore seulement quelques dizaines de milliers d'années, de manière contemporaine à Homo sapiens, mais effectivement ça fait quelques dizaines de milliers d'années que la seule espèce du genre Homo, c'est nous, Homo sapiens. Et j'aime pas trop faire de publicité, mais si vous aimez les romans graphiques, je vous invite à regarder l'œuvre de James Harder, Alpha pour le vivant et Beta pour l'histoire humaine. Et je voudrais terminer cette introduction, disons, avec une perspective cosmologique sur le vivant, avec quelques dates. D'accord ? Donc dans cette première colonne ici, vous avez, disons, la durée ou le moment où sont apparus un certain nombre de phénomènes. On sait que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, que la vie sur Terre est apparue entre 3,5 et 4 milliards d'années, que le règne des mammifères a commencé il y a 65 millions d'années, le genre Homo, je l'ai dit, grosso modo 3 millions d'années. Notre espèce est apparue par spéciation il y a environ 300 000 ans. Et pendant l'essentiel de ces 300 000 ans, pendant 290 000 ans, nos ancêtres pratiquaient un mode de vie de type chasseur-cueilleur. C'est tout récemment qu'ils ont commencé un truc nouveau, qu'on appelle l'agriculture. Il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, au début de la nouvelle ère interglaciaire, il y a 11 700 ans, le début de l'Holocène, l'époque géologique dans laquelle nous sommes toujours officiellement. Donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau, l'agriculture. Et puis l'agriculture a par la suite donné lieu à l'émergence de sociétés humaines plus complexes, ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. Alors je vais parler un peu de civilisation, et ce que j'entends par là, c'est une culture humaine urbaine qui est fortement hiérarchique, dont l'organisation politique se fait à travers une forme d'État, qui exerce un contrôle militaire sur sa région géographique, et dont l'alimentation dépend de l'agriculture. D'accord ? Donc civilisation, les mots-clés pour moi ici, c'est urbain, hiérarchique, militaire, agriculture, et puis je crois que j'en ai déjà oublié un. Mais bon, vous voyez, j'imagine, de quel type d'organisation sociale je parle. Et puis je fais encore un grand bond en avant. Il y a 400 ans, nos ancêtres commencent à explorer le monde à travers ce qu'on appelle la méthode scientifique, avec quelques figures tutélaires comme Francis Bacon, René Descartes ou Galileo Galilei. Donc c'était il y a 400 ans, c'est vraiment tout récent. Et puis 200 ans plus tard, on découvre le jackpot énergétique, les combustibles fossiles. D'accord ? Et 150 ans plus tard, c'est le début de la 6e extinction massive. Donc ce que j'essaie de vous faire sentir et toucher du doigt ici, c'est qu'on est sur une trajectoire où, grosso modo, on a commencé un truc nouveau et on ne sait pas ce qu'on fait. Et pour le sentir, vous pourriez ramener, mettons, l'émergence du genre Homo à 1 an. D'accord ? Donc 3 millions d'années, c'est 1 an. Donc, Homo sapiens apparaît au début du mois de décembre. Pendant 30 jours, il pratique un mode de vie de type chasseur-cueilleur. Et puis, le 31 décembre, il lui prend l'idée de commencer quelque chose de nouveau. On appelle ça l'agriculture et puis la civilisation. Et puis, la dernière heure de cette dernière journée, il commence à faire de la science. Et évidemment, des applications techniques qui lui donnent un contrôle sur le monde. En tout cas, il croit être en contrôle. Apparemment pas, parce que une demi-heure après, il a beaucoup plus d'énergie à disposition pour faire plus de trucs. Et 7 minutes avant minuit, le vivant se casse la gueule, si vous me permettez. Une autre analogie, si vous voulez, on prend un individu, pensez à votre grand-oncle par exemple, qui aura vécu, mettons, 75 ans. Grâce à la retraite à 67 ans, il aura 8 ans de retraite. Bon, il a vécu l'essentiel de sa retraite de manière tout à fait tranquille, il jouait au Scrabble, mettons, mais les 100 derniers jours de son existence, il a trouvé un nouveau hobby. Mettons qu'il
il fait, je ne sais pas moi, du saut en parachute. Et puis, 96 jours plus tard, ce saut en parachute, c'est vraiment sa passion, il est à fond dedans, il ne fait plus que ça, il est sorti du scope de Scrabble, et puis il se met à faire du bungee jumping. Il saute des montagnes, carrément. Et puis 2 jours après, il est vraiment encore plus excité, et vous le reconnaissez plus du tout, c'est plus la même personne, quoi. Et malheureusement, vous voyez ce qui se passe à la fin, quoi. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on prend du recul en termes d'échelle de temps, ce que nous sommes en train de faire, c'est tout à fait inhabituel et ce n'est pas du tout réfléchi. Et ce serait peut-être une bonne idée de prendre du recul et de réfléchir à ce que nous faisons. Donc je vais vous parler de modernité ce soir, c'est-à-dire historiquement, on va dire, une période qui correspond aux derniers 500 ans, en particulier la modernité dite occidentale. Je vais vous parler de la civilisation industrielle qui a commencé avec le mode de production industrielle, il y a, disons, à peu près 200, 250 ans. Et puis, je vais également vous parler de la grande accélération, qui est une période historique qui a commencé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis à peu près 70 ans. Et on arrive finalement au cœur du sujet, l'Anthropocène. Étymologiquement, donc, l'époque de l'être humain. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? Alors, quand je regarde dans un dictionnaire comme le Robert ou dans le Larousse, j'ai trouvé ça très insatisfaisant. Quand j'ai regardé dans le Littré, je n'ai pas trouvé, mais c'est normal, parce que le mot a été proposé par un chimiste de l'atmosphère et un biologiste à la fin du XXe siècle. Mais sur Wikipédia, il y a une excellente définition de l'Anthropocène. On y apprend que c'est une proposition d'époque géologique qui aurait débuté quand l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Donc les mots-clés ici, c'est époque géologique et être humain. C'est la grille de lecture géologique, c'est le temps de l'homme qui se confronte au temps géologique. Et ça crée beaucoup de débats dans la communauté des géologues, comme je vais en reparler dans quelques minutes. Pour expliquer un petit peu plus ce que c'est que l'Anthropocène, je pourrais citer le politologue Luc Seymal, qui nous dit qu'il devient possible de comparer l'humanité à une force géologique nouvelle, désormais en mesure d'interférer avec les grands cycles bio-géochimiques du globe. Le changement global qui en découle peut sembler lent à l'échelle d'une vie humaine, car elle constitue un processus s'étalant sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs générations, et façonne donc au quotidien tout ce qui constitue notre normalité la plus banale. Mais il se révèle d'une fulgurance catastrophique à l'échelle des temps géologiques ou évolutifs, et se trouve donc porteur d'une réflexion vertigineuse sur le sens et les conséquences de l'aventure industrielle, sinon sur le devenir de l'espèce humaine elle-même. Vous voyez que l'enjeu est lourd. Donc je vous ai promis, pas de litanie de chiffres déprimants, mais je voudrais juste donner quelques illustrations pour voir qu'il y a quelque chose de vraiment pertinent à l'idée de penser que peut-être nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique, même si on peut le discuter effectivement. Sachez qu'aujourd'hui, grâce à l'industrie du plastique, qui est une émanation de l'industrie pétrolière, eh bien, il y a 2 fois plus de plastique sous forme de carbone sous forme de plastique, qu'il n'y a de carbone dans toute la biomasse animale terrestre. Sachez également que le poids de l'ensemble des immeubles et des infrastructures humaines, ce que nous pourrions appeler l'anthroposphère, pèse désormais plus que l'ensemble du couvert forestier à l'échelle mondiale. Et vous avez là une représentation, visuelle de la masse d'êtres humains, 390 mégatonnes représentées par les 8 milliards d'êtres humains qui existent aujourd'hui. Vous avez là la masse de notre bétail domestiqué, 630 mégatonnes. Et vous avez là la masse de l'ensemble des mammifères terrestres sauvages et des mammifères marins sauvages. Donc c'est la masse totale des mammifères sur Terre. Donc ça veut dire que les mammifères terrestres sauvages, c'est moins de 2% de l'ensemble des mammifères terrestres sur Terre aujourd'hui. Donc quand j'ouvre un livre pour faire la lecture à ma fille, il y a des animaux partout, et pas seulement des bovins. Et malheureusement, ce n'est plus vraiment le monde dans lequel on vit. Et puis un dernier exemple, lié, mettons, à l'atmosphère cette fois-ci. Donc vous savez peut-être que pendant, grosso modo, les 2 derniers millions d'années, il y a eu une succession de cycles glaciaires interglaciaires,
qui sont corrélés à la modification de la concentration atmosphérique de divers gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone. Donc vous pouvez voir que l'excursion varie pendant ici les derniers 800 000 ans entre 180 et 280 parties par million. Et la révolution industrielle arrive et en l'espace de moins de 200 ans, on a augmenté de plus de 50% la valeur qui était autour de, mettons, 380 et qui était globalement stable pendant 12 000 ans, pendant l'Holocène. Et la moitié de cette trajectoire, de cette augmentation, s'est faite au cours des 40 dernières années. Donc c'est vraiment une perturbation extrêmement brutale du système climatique qu'on est en train d'opérer avec ces activités qui nécessitent la combustion de sources d'énergie fossiles. Alors vous pourriez me dire, à raison, oui, mais enfin ces impacts anthropiques, ils ne sont pas nouveaux, ils sont de longue date. Ça fait très longtemps que les êtres humains interagissent et modifient leur biotope. Par exemple, ça fait, avant même l'émergence de l'agriculture, tandis que nos ancêtres étaient en train de se répandre à la surface du globe, depuis l'Afrique, donc en commençant par l'Asie, puis l'Océanie, l'Europe et finalement les Amériques. Et il y a eu apparemment de manière conjointe des extinctions de la mégafaune. Et c'était il y a des dizaines de milliers d'années. Il n'y a qu'en Afrique que la mégafaune a été préservée. Vous pourriez me dire également que ça fait des milliers et des milliers d'années qu'il y a domestication d'espèces animales et végétales, que l'agriculture se développe à la surface du globe, que le couvert forestier décroît, que l'érosion du sol augmente et que nous modifions la composition, la composition chimique de l'atmosphère. C'est vrai, qualitativement, tous ces changements ont lieu depuis très 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 longtemps. Mais le point essentiel ici, c'est que quantitativement, tous ces changements accélèrent et prennent une ampleur telle que c'est vraiment sensible, quoi. On pourrait dire que d'une certaine façon, on est en train de toucher les bords de la planète. On n'est plus sur une planète infinie, on est sur une planète véritablement finie et nos activités impactent, on sent les bords, on dépasse les limites, les fameuses limites planétaires. Vous pouvez le voir sur tout un ensemble d'indicateurs de type socio-économique, comme par exemple même la population humaine, si vous vous intéressez à l'économie, le produit intérieur brut mondial, l'usage énergétique, la population urbaine, etc., etc., ou tout un tas d'indicateurs du système Terre, si vous vous intéressez à la composition chimique de l'atmosphère, à l'acidification des océans, à la température de surface, bien sûr, qui augmente, à la perte de couvert végétal, etc., etc. Donc tout ça a amené une partie de la communauté des géologues à suggérer que nous sommes sortis de l'Holocène, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qui devrait s'appeler, dans une nouvelle époque, qui devrait s'appeler l'Anthropocène, et ils suggèrent que le début de l'Anthropocène, ça soit grosso modo 1950, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où on se met à utiliser des quantités colossales d'énergie fossile. Et ça ne fait absolument pas débat, ça fait pas consensus dans la communauté. En l'occurrence, je crois la sous-commission de stratigraphie du Quaternaire, lors d'un vote, a refusé la proposition comme quoi nous serions entrés dans l'Anthropocène, pour des motifs qu'on peut également comprendre. C'est-à-dire peut-être on n'est pas dans une nouvelle époque, peut-être cette époque elle va juste durer 400 ans, le temps de l'industrie, et on est plutôt dans une crise, et donc un événement au sens géologique du terme qui peut s'échelonner sur des centaines ou des milliers d'années, peut-être même plus, mais qui reste totalement instantané à l'échelle géologique, c'est-à-dire quand vous parlez de dizaines de millions d'années ou plus. Donc ça ne fait pas consensus d'un point de vue, je dirais, des géologues, mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que les impacts, ils sont là. Et le mot Anthropocène, il est là pour rester précisément parce que les impacts sont là. Alors, c'est une chose que de dire que tout ça, c'est la faute de l'être humain, mais l'être humain, c'est très mal défini. Ça aplatit complètement toutes sortes d'inégalités, de responsabilités. Puis surtout, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vider les océans de leurs poissons, pour raser des forêts et pour déplacer des montagnes? Avec de l'énergie, évidemment. Et surtout, avec des quantités sans cesse croissantes et colossales d'énergie fossile. Donc une autre grille de lecture qu'on pourrait proposer, alternative à l'Anthropocène, c'est le Carbocène, c'est-à-dire l'époque des énergies fossiles. Et je vous montre ici l'évolution de ce qu'on appelle la production d'énergie, même si vous le savez, l'énergie se conserve, on ne la produit pas, il y a transformation énergétique, mais mettons l'énergie qu'on est capable d'extraire de notre environnement en fonction du temps sur plus de 2 siècles. Et l'unité ici, c'est des pétawattheures. Le péta, c'est un préfixe, c'est 10 puissance 15, là où dans votre facture d'électricité, ça serait un K pour kilo, 10 puissance 3. Donc c'est une unité d'énergie. Et vous voyez que l'histoire de l'énergie, pour les êtres humains,
Jusqu'à aujourd'hui, c'est une dynamique d'accumulation. Il n'y a jamais eu de transition énergétique entre une forme d'énergie et une autre. On n'a jamais utilisé autant de charbon, de pétrole et de gaz qu'aujourd'hui. Vous voyez ici le nucléaire en rouge et l'hydraulique en bleu ciel. Et puis les nouvelles formes d'énergie dites renouvelables, dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est à peine visible dans l'épaisseur du trait ici. Donc, un historien comme Jean-Baptiste Fressoz insiste sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'énergie, c'est une histoire d'addition et même de symbiose énergétique et matérielle. Alors si ça vous déplaît, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que de toute façon, les énergies fossiles sont des énergies de stock. Il y en a une quantité finie qu'on pourra extraire. Et puis si on regarde par le passé quelles ont été les découvertes, c'est la courbe en verte, entre 1900 et aujourd'hui, bah vous voyez que le maximum de découvertes, c'était en 1964. Et ça fait depuis 1986 qu'on produit plus qu'on ne découvre. Donc nos stocks diminuent. Et bien à un moment donné, on va passer par un maximum avant de décroître. Pour ce qui est des énergies fossiles ou du pétrole, qu'on pourrait dire conventionnel, mettons de bonne qualité, d'après l'Agence internationale de l'énergie elle-même, en fait, le pic a été passé en 2007 ou 2008. C'était il y a 15 ans. Et si on continue d'utiliser toujours de plus en plus de pétrole, c'est parce qu'on utilise des formes de pétrole de moindre qualité, dites non conventionnelles. Mais il y aura bien un jour où on aura un pic global de la production de pétrole et de charbon et de fossiles, et ça ne sera pas dans 300 ans. Si vous prenez une fois encore beaucoup de recul, à l'échelle de quelques milliers d'années, voilà à quoi devrait ressembler l'histoire de l'énergie pour les êtres humains. Bah, grosso modo, entre l'émergence d'Homo sapiens et le début de la révolution industrielle, vous ne pouvez pas trop voir la différence parce qu'on utilisait très peu d'énergie par rapport à aujourd'hui. C'était essentiellement du bois, de la biomasse et des muscles, les nôtres et ceux des animaux que nous soumettons à notre bon vouloir. Et puis ça explose, il y aura un maximum, et puis pour ce qui est des combustibles fossiles, ça va redescendre en un temps caractéristique vraisemblablement similaire au temps de montée. Et vous et moi avons la chance de le privilège, on pourrait dire, de pouvoir contempler l'histoire non du haut d'une pyramide en Égypte, mais depuis le sommet d'un pic pétrolier, à quelques années ou décennies près. C'est vraiment un temps très particulier dans l'histoire de l'humanité que nous vivons. Et la grande question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté du pic? Désolé, je ne donnerai pas la réponse, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que la transition énergétique dont on entend parler, elle aura lieu. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Elle sera choisie ou elle sera subie. Idéalement, du point de vue du dérèglement climatique dont parlait Serge, ça sera bien qu'elle soit choisie. Et sinon, elle sera subie pour des raisons multiples et désagréables. Donc nous étions dans une civilisation de la biomasse, nous sommes entrés dans une civilisation du carbone, nous finirons par sortir de cette civilisation du carbone de gré ou de force. Et je voudrais terminer par ce diagramme que j'ai créé, qui, au lieu de proposer une perspective historique sur l'énergie, propose une perspective énergétique, au lieu de proposer une perspective historique sur l'énergie, propose une perspective énergétique sur l'histoire. Et mes collègues en sciences humaines et sociales ne vont pas aimer parce que là, je naturalise terriblement beaucoup de phénomènes qui sont d'ordre socio, culturel et politique. Et donc, ça à prendre avec beaucoup de précautions et un grain de sel. Mais c'est qualitatif et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Donc, ce que je vous montre ici, de manière tout à fait qualitative, c'est en fonction du temps, l'évolution, disons, de la puissance à disposition pour des sociétés humaines ou des civilisations. Et ce qu'on peut constater sur le temps long, c'est qu'il y a certaines innovations techniques qui permettent d'augmenter de manière assez significative la puissance de la civilisation en question, qui donne lieu à la disparition de ces autres groupes qui n'ont pas choisi d'adopter cette innovation. Mettons Homo ergaster, par exemple, qui avait une technologie à disposition pour la taille de la pierre, mais qui a pas utilisé la maîtrise du feu et qui n'est plus de ce monde. Un peu plus tard, l'agriculture a littéralement déplacé les peuples de chasseurs-cueilleurs et a permis l'augmentation des populations qui pratiquaient ce mode de production de nourriture. Et c'est désormais quasiment hégémonique à l'échelle du globe. Un peu plus tard, un mode d'organisation socio-économique, le capitalisme, qui n'a pas été une bonne chose pour les Amérindiens suite à l'échange colombien.
et ensuite l'émergence de la méthode scientifique qui donne lieu à des applications techniques, et en particulier des applications techniques militaires, qui ont permis à l'Occident de coloniser l'essentiel du globe, et puis ensuite, effectivement, de manière quasiment concomitante, les énergies fossiles qui font qu'aujourd'hui, on peut parler d'un nord global et d'un sud global, le premier exploitant le second. Mais cette dynamique ne peut pas continuer ad vitam aeternam, parce qu'il y a des limites planétaires, et on est en train de les toucher, voire, si on parle de frontières planétaires, de les exploser considérablement. Du coup, j'en viens à une troisième grille de lecture. Parce que c'est bien beau de dire tout ça, c'est la faute aux énergies fossiles, mais si vous avez de l'énergie dans la main, entre guillemets, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Encore faut-il disposer d'un dispositif technique qui vous permet de convertir l'énergie, charbon par exemple, en énergie utile pour faire du travail. Par exemple, grâce à une machine à vapeur. D'où cette troisième proposition. Nous ne sommes pas en Anthropocène, nous sommes en Anglocène. C'est l'époque des Britanniques et par extension des États-Unis, qu'on pourrait faire commencer avec le dépôt du brevet de James Watt de sa machine à vapeur en 1769. Donc ici, le point crucial, c'est civilisation industrielle. Bon, pour les Français, c'est sympa, évidemment, puisqu'on est censé pas trop aimer les Britanniques. Et l'idée, évidemment, c'est que le mode de production industrielle a commencé à émerger en Angleterre et s'est diffusé par la suite, d'abord en Europe et ensuite au reste du globe. Et si je me contentais de cette observation, ça serait peut-être pas très intéressant, à part de jouer un petit peu avec le terme anglocène. Ce qui est plus intéressant, il me semble, c'est de réfléchir aux conditions socio-politiques, historiques et géographiques dans lesquels ce mode de production industrielle s'est diffusé à l'ensemble du globe. D'ailleurs, c'est un processus qui n'est toujours pas terminé. Vous savez peut-être que, je crois, Starlink met désormais à disposition Internet à quelques tribus au fin fond de l'Amazone. Donc cette perspective sociopolitique et géographique, on pourrait parler donc des possibilités de réalisation de la révolution industrielle. Donc si vous lisez Karl Marx, il y a la théorie de l'accumulation primitive du capital, et il y a eu des dynamiques de conflits entre des groupes sociaux en Angleterre, certains privant d'autres de l'accès à des ressources telles qu'il a fallu chercher d'autres moyens de vivre, et c'est comme ça que vous avez l'émergence par exemple de la première classe de travailleurs dans les fabriques. On pourrait parler également du rôle de l'esclavage et du commerce triangulaire, puisque les machines à vapeur qui ont permis la mécanisation des métiers à tisser, qu'est-ce qu'ils faisaient les métiers à tisser ? Ils tissaient du coton. Et il venait d'où le coton ? Il venait des Amériques. Et qu'est-ce qui allait chercher le coton dans les champs ? Les esclaves. Donc le rôle de l'impérialisme britannique, entre autres, et du colonialisme français, entre autres, joue un rôle tout à fait central, évidemment, dans la diffusion du mode de production industrielle. Et vous pourriez dire tout ça, c'est de l'histoire, mais ce n'est pas vrai. Il y a des théories contemporaines, comme la théorie du système-monde, qui mettent en avant le rôle d'un centre, d'une semi-périphérie, d'une périphérie, ou encore la mesure d'échanges économiques et écologiques inégaux entre le Nord et le Sud, où globalement, les pays du Nord continuent d'exploiter les pays du Sud en important des ressources, des matières premières à bas coût et en exportant des produits manufacturés à plus haute valeur, les colonies ayant toujours servi de marché pour les métropoles. Autre grille de lecture, donc là c'était une grille de lecture qu'on pourrait qualifier d'un peu matérialiste. On pourrait aussi se poser la question, quel est le rôle des idées dans tout ça ? Parce que le mode de production industrielle, c'est accompagné d'un certain type de discours, d'un certain type de science, d'un certain type d'idéologie. Donc c'est une autre grille de lecture qu'on pourrait appeler l'éconocène, l'époque de l'économisme. J'ai en tête évidemment ici ce qu'on appelle la science économique, qui se voit comme une science séparée des autres sciences humaines et sociales, supérieure car mathématisée, comme si on pouvait désencastrer l'activité économique du reste de l'activité du monde humain, social. Et je ferai du coup démarrer cette époque en 1871 avec la révolution marginaliste. On pourrait dire que c'est le début de la mathématisation de la science économique, là où avant on avait ce qu'on appelait l'économie politique, avec les fameux auteurs classiques. Donc si je vous dis économie, peut-être vous pensez
en premier lieu à des échanges qu'on peut mesurer avec des euros. Donc ce serait quoi la théorie de ce que c'est que le système de production économique? Vous avez des ménages et des entreprises. Les ménages fournissent une main-d'œuvre et du capital, puisque les êtres humains sont désormais du capital humain, à des entreprises, et les entreprises fournissent des biens et des services à ces ménages, moyennant des dépenses de consommation, ces dépenses étant assurées par les salaires et les profits que les entreprises versent aux ménages, tout en gardant évidemment la survaleur pour pouvoir réinvestir. Et puis vous pouvez compliquer un peu tout ça avec des banques qui vont accumuler de l'épargne et investir, des gouvernements qui vont prélever des impôts et dépenser pour également investir, et puis le commerce qui permet des importations et des exportations. J'imagine que ça devrait vous parler, généralement quand on parle d'économie, c'est de ça dont on parle. D'accord ? Si je simplifie encore un peu plus, la sphère de l'économie, qui est censée être ici autonome, qu'on peut théoriser, qu'on peut mathématiser, on peut faire des modèles, c'est des échanges de flux financiers entre des ménages, des entreprises, au travers de marchés, dont le fonctionnement est assuré, entre autres, par des institutions étatiques. Et puis, les communs, tout ça, c'est plus très pertinent de nos jours, apparemment. Est-ce que ça vous semble être une bonne représentation de la réalité physique et biophysique du monde dans lequel on vit? Je ne sais pas vous, mais moi je dirais non, pas du tout, parce que cette sphère économique, elle est inscrite dans une sphère sociale plus vaste. En réalité, les activités économiques ont toujours été encastrées dans la société et font partie de tout un tas d'autres dimensions, comme, je ne sais pas moi, le juridique, le religieux, le sacré, le culturel, et j'en passe. Et puis surtout, pour avoir une forme d'activité économique, il nous faut de l'énergie, il nous faut de la matière. D'accord ? De l'énergie rentrante, et de la matière vivante, de la biomasse et des matériaux qu'on va chercher dans la lithosphère, entre autres, évidemment, des énergies fossiles. Et puis va ressortir de la chaleur perdue, et puis des déchets, des formes de pollution. Et puis ces sociétés humaines, elles-mêmes sont encastrées, la sphère sociale est encastrée dans une sphère plus grande, la Terre, qui reçoit un flux d'énergie solaire entrant et qui fait sortir de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Ça, c'est la réalité. Et le souci, c'est que les économistes orthodoxes, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon je vais me faire des ennemis, les économistes orthodoxes ont totalement oublié ces aspects cruciaux que sont l'apport d'énergie, l'apport de matériaux et le rejet de diverses formes de pollution. Et pourtant, on peut le mesurer, c'est très facile à observer. Ça, c'est un diagramme, je ne vous demande pas de tout lire, ce n'est pas important, c'est juste pour illustrer le truc, pour vous dire, on mesure ces flux. On extrait des ressources, des dizaines ou des centaines de gigatonnes de minerais, de métaux, de matériaux, d'énergie fossile et puis même de biomasse. On recycle moins de 10% de tout ça, in fine. Donc c'est une économie linéaire. Et puis en sortie, vous avez tout un tas de pollutions et de déchets. Et donc vous avez extraction, production, consommation, rejet. Et parmi ces déchets, qui peuvent être de nature solide, liquide ou gazeux, vous avez un gaz qui s'appelle le CO2. Et c'est un gaz à effet de serre. Et ça fait le dérèglement climatique. Donc quand vous regardez ça, vous vous dites, mais en fait, le dérèglement climatique, ce n'est pas le problème. On attend de la solution qui est la transition énergétique. Non, le dérèglement climatique, c'est un symptôme, parmi des dizaines de symptômes, d'un système défaillant. D'un système qui est une économie linéaire, extractiviste, sur une planète en croissance. Cette économie, évidemment, il faut toujours croître, mais sur une planète de taille finie. Donc c'est un symptôme d'un métaproblème sous-jacent plus grand. Et la cause proximale, on pourrait dire, c'est l'activité économique mondiale, théorisée par les économistes orthodoxes. Mais c'est la cause, comme on va le voir, seulement proximale. On peut aller plus loin. Donc effectivement, pour les économistes orthodoxes, tout est capital. Vous voulez produire du capital sous forme monétaire. Comment ? À partir de travail. Le travail qui est donné par les êtres humains. C'est bien connu. Les êtres humains se reproduisent pour augmenter la force de travail et avoir plus de capital humain. Et la diminution du capital naturel, c'est bien connu. La nature, c'est une forme de capital. Elle était là pour ça, comme les forêts, les pêcheries et les minéraux. Donc moi, le monde que je vois, je ne sais pas vous, mais il ressemble à ça. Mais pour les économistes orthodoxes, il ressemble à ça. Et c'est une grosse partie du problème. Je vais passer sur ça, mais le message est important. La croissance verte est un oxymore.
Et je vais passer à une autre grille de lecture. Donc là, on était dans quelque chose en lien avec, disons, les idées, les théories. On revient sur quelque chose de plus matériel, l'organisation sociopolitique et socio-économique. Donc une grille de lecture dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le capitalocène. Donc le problème, ce n'est pas l'être humain, le problème, c'est le mode de production, l'organisation sociopolitique capitaliste. C'est l'époque du capital, qui aurait commencé, d'après des historiens comme Fernand Braudel, au XIVe siècle. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Alors ça fait beaucoup débat, les gens ne sont généralement pas trop d'accord, mais une définition minimale, on pourrait dire propriété privée des moyens de production, et puis l'existence de marchés sur lesquels on peut avoir des entreprises qui vont vendre des biens et des services de manière compétitive, en compétition. Moi, je vais vous proposer une autre façon d'essayer de définir le capitalisme avec ce schéma, où vous avez en haut des dimensions importantes de ce qu'on peut appeler le système Terre, étudié par les sciences de la nature, les aspects énergétiques, climatiques et écologiques, et puis en vert. Et puis en bleu, vous avez des dimensions importantes de ce qu'on peut appeler la société moderne, contemporaine, le monde des êtres humains, des aspects économiques, sociaux, culturels et politiques. Et puis ce que je vais appeler des outils, c'est un terme tout à fait inadéquat, mais on fera avec. La technique, c'est une forme d'outil. Les minéraux, pour faire des trucs, c'est une forme d'outil à disposition. La finance, c'est un outil. Et puis les médias aussi, on pourrait dire que c'est un outil. Et à partir de ça, on peut voir le capitalisme de plusieurs façons. On peut voir que c'est un mode de production économique et c'est une organisation sociopolitique. Il vous faut des États qui garantissent les droits de propriété pour que le capitalisme fonctionne, entre autres. Et le bras droit de l'État, avec la police et l'armée, par exemple. Le capitalisme, c'est aussi un technocapitalisme, en tout cas depuis qu'on a dépassé la phase marchande, qu'on est entré dans la phase industrielle. On a besoin d'innovation technique, on extrait des minéraux de la lithosphère et puis de l'énergie fossile de la lithosphère. Et donc l'innovation technique joue un rôle absolument crucial depuis déjà pas mal de temps. Le capitalisme, à l'époque contemporaine, c'est aussi une idéologie. On est dans la phase néolibérale du capitalisme. La phase keynésienne s'est terminée dans les années 70-80. Et là, les aspects culturels et médiatiques jouent un rôle évidemment fondamental. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui nous reste sur notre joli petit diagramme? Il nous reste le climat et les aspects écologiques. Ça, le capitalisme, il s'en fout. C'est ce qu'on appelle les externalités. Externalité, c'est extérieur à la dynamique, à la logique de maximisation du profit. Et donc, effectivement, vous avez, c'est bien malheureux, mais ce commun qu'on appelle l'atmosphère, et puis au passage, quand on produit des biens et des services, on va générer des pollutions, je l'ai mentionné, et ça, c'est pas inclus dans la logique du système. Ça fait peut-être partie d'ailleurs du problème. Donc ici, on pourrait reprendre un ensemble d'arguments qui sont mis en avant par un économiste, pour le coup, hétérodoxe, Antonin Potier, dont je vous recommande la lecture, qui suggère que capitalisme et écologie ne font pas bon ménage. On peut lister les raisons, un objectif d'accroissement du profit, un impératif structurel de croissance, une externalisation des coûts écologiques, c'est-à-dire que les gains sont privatisés, mais les coûts sont assumés par la collectivité, une pensée qui est intrinsèquement court-termiste, une logique de substitution, une absence de coopération entre les acteurs, puisqu'ils sont en compétition sur les marchés, le primat du libre-échange marchand sur tout le reste. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un œil à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, mais si ma mémoire est bonne, dans l'article 4, il vous est dit « c'est très important de faire tout ce qu'on peut pour combattre le changement climatique, sauf si ça nuit au commerce international ». Une incitation à la consommation, nous sommes tous sujets à la publicité, nous le veuillons ou non, ça permet d'éviter les crises de surproduction. Le phénomène de consommation ostentatoire, je passe, et la fabrique de l'homo economicus. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les théories économiques orthodoxes, les êtres humains, grosso modo, sont des sociopathes. Tout ce qu'ils veulent, c'est maximiser leur plaisir, et ça, ils vont le faire à travers le fait d'avoir le plus d'argent possible pour acheter des biens et des services. Historiquement, ça n'a jamais été vrai, nous n'avons jamais été des sociopathes, mais peut-être on peut craindre que la société dans laquelle on le vit tente à fabriquer des homo economicus. Donc, pour résumer, la durabilité au sens fort du terme me semble, en tout cas, incompatible avec le mode de production capitaliste et plus généralement avec toute forme d'organisation socio-économique qui nécessiterait la croissance continuelle, c'est l'idée de cette croissance, toujours croître,
des flux énergétiques et matériels. Donc ce que je vous dis ici, c'est que dépasser le capitalisme pour mettre fin à la dérive climatique, ça me semble être une condition nécessaire, mais malheureusement, ça ne me semble pas être une condition suffisante. Il y a probablement plein d'autres façons de continuer à transformer la Terre en un gigantesque supermarché, pour paraphraser un de mes collègues astrophysiciens. Bon, j'ai déjà beaucoup dit sur la question. Je n'ai pas trop mentionné les aspects sociaux, mais évidemment tout ça repose sur diverses formes d'exploitation, à l'échelle d'individus, de classes sociales ou d'États-nations. Et donc la question, l'Anthropocène est-il un capitalocène? Je pense que des historiens comme Andreas Malm ou des géographes comme Jason Moore répondent de manière tout à fait convaincante, oui, l'Anthropocène est un capitalocène, mais il me semble que l'Anthropocène est plus qu'un capitalocène. Les causes sont encore plus profondes. Donc je vous suggère de continuer à creuser. Creusons. Qu'est-ce qui est de plus profond encore comme soubassement que notre organisation socio-économique et socio-politique? On pourrait dire la civilisation dans laquelle on vit, qu'on pourrait appeler la modernité. D'où occidentalocène, l'époque de la modernité occidentale. Alors c'est un concept qui, il me semble, très débattu en sciences humaines et sociales, la modernité. Il n'y a pas d'accord sur comment définir ça, mais d'un point de vue historique, on pourrait dire que ça a commencé avec l'échange colombien. Mais ça correspond aussi à un mode de civilisation qui s'oppose au mode de la tradition. D'ailleurs, on a eu un très bel exposé de Maram Kaéré tout à l'heure qui illustrait ce conflit entre mode de la tradition et mode de la modernité, deux types de civilisations potentiellement différentes et les conflits que ça peut générer. Donc s'il n'est pas évident de définir ce que c'est que la modernité, on peut quand même peut-être la reconnaître à un certain nombre de traits. J'espère que vous les reconnaîtrez en tout cas. Au niveau de l'organisation socio-économique, le capitalisme, l'industrialisme, dont on a déjà beaucoup parlé, l'urbanisation, les États-nations, la bureaucratie, comme étudié par Max Weber, ou la surveillance croissante. Au niveau des fondements culturels, il y en a essentiellement trois. L'individualisme, c'est pas la même chose que l'égoïsme, c'est l'importance de l'individu qui a des droits, entre autres. L'universalisme, on va penser à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, elle a été relativement universelle, peu universelle, puisqu'elle excluait toutes les femmes et elle excluait tous les esclaves dans les colonies françaises à la fin du XVIIIe siècle. Mais ensuite, vous pouvez penser à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration onusienne en 1948. Donc ça illustre bien ce que j'entends par individualisme et universalisme, et le naturalisme sur lequel je vais revenir un peu plus longuement. Au niveau de la dynamique culturelle, il y a une double dynamique de sécularisation et de rationalisation. Sécularisation au sens où les idéologies religieuses perdent de l'influence et sont progressivement remplacées par des idéologies séculaires. Et rationalisation à tout point de vue. Rationalisation dans l'organisation des sociétés, avec entre autres l'industrialisme. Il y a beaucoup plus de division. La division du travail et du savoir est beaucoup plus avancée. Et puis rationalisation des esprits, penser aux Lumières, l'idée selon laquelle on va faire appel à nos facultés raisonnables, et tout ça va nous mettre dans une dynamique historique de progrès, le fameux mythe du progrès caractéristique de la modernité occidentale. Donc je ne l'ai pas dit, mais ça c'est une autre dimension importante de la modernité, cette idée, ce rapport au temps, l'idée comme quoi demain sera forcément mieux qu'hier, grâce entre autres au progrès scientifique et technique. Les valeurs professées, on pourrait mentionner la justice, la liberté et l'égalité. J'insiste sur professer et non pas réaliser. Et les idéologies politiques majeures que sont le conservatisme, le libéralisme qui était révolutionnaire en son temps, et ensuite le socialisme par réaction aux excès du libéralisme au XIXe siècle. Ok, donc est-ce qu'on peut mettre en lien tout ça et voir par exemple en quoi le capitalisme que je mentionnais dans l'idée comme quoi on est dans le capitalocène, est relié aux fondements culturels que sont l'universalisme, le naturalisme et l'individualisme. C'est ce que je vais essayer de faire sur ce diagramme. Alors accrochez-vous bien, il va y avoir des flèches partout. Donc vous avez trois dimensions importantes dans l'organisation socio-économique, dans les sociétés modernes, le capitalisme, les États-nations et l'industrialisme. Et les fondements culturels, je les mets en bas. Je détaille un peu pour ce qui est du capitalisme. Il y a des dimensions importantes que sont le fait que les droits de propriété doivent être assurés. Ça, c'est grâce aux États-nations.
Il va y avoir un extractivisme, entre autres fossile, une forme de productivisme, il faut toujours augmenter la production, c'est la fameuse croissance, et puis évidemment on va beaucoup consommer, et ça va être pas mal lié à l'individualisme. On peut rajouter des intermédiaires, le mercantilisme en tant que politique économique, le colonialisme que j'ai déjà mentionné, le rôle de la science moderne qui va être un intermédiaire entre la production industrielle et l'ontologie naturaliste, le libéralisme et l'utilitarisme, une philosophie qui a joué un rôle extrêmement important pour les théoriciens économiques orthodoxes. Et puis là, accrochez-vous bien, paf, il y a des flèches partout. Bon, alors on ne va pas tout détailler, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que en fait, vous pouvez voir en quoi le mode de production et l'organisation sociopolitique capitaliste est sous-tendu, soutenu par tout un tas d'autres choses, dont des fondements culturels que j'ai indiqués ici. Et je voudrais insister sur le naturalisme, l'idée selon laquelle il y a en fait une nature, et que vous et moi ne faisons pas vraiment partie de la nature, puisque nous sommes des êtres humains. C'est bien connu, les êtres humains, ce n'est pas des animaux, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que c'est que le naturalisme? Ben là, je vais faire appel à un anthropologue, Philippe Descola, qui dans Par-delà nature et culture nous dit qu'on a une ontologie ou une mythologie, nous les modernes, qui distingue en fait deux ordres de réalité qui sont fondamentalement hétérogènes et irréductibles l'un à l'autre. Deux plans qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous avez le plan, l'ordre des non-humains, ce qu'on appelle la nature, qui est universelle. Pourquoi universel? Parce qu'il y a des lois de la nature. Les physiciens étudient les lois de la nature. Et puis, si on était suffisamment doué, on pourrait même dériver la biologie et l'écologie, dans une pensée réductionniste, des lois fondamentales qui décrivent les particules élémentaires. Par contre, les êtres humains, non, certainement pas. Les êtres humains, eux, vivent dans un monde culturel. Et il y a une très grande diversité de cultures, une multiplicité de cultures, qui sont étudiés précisément par les gens qui font des sciences humaines et sociales. Vous avez la dichotomie, même au niveau de nos sciences, vous avez la dichotomie nature-culture, avec les sciences naturelles pour étudier ça, et les sciences humaines et sociales pour étudier ça. Évidemment, le sujet humain va pouvoir étudier l'objet nature et objectifier la nature, connaître la nature au travers du prisme de la science. Et je citerai le philosophe Merleau-Ponty qui nous dit « Ce ne sont pas les découvertes scientifiques qui ont provoqué le changement de l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis ces découvertes. » Donc j'ai insisté sur le fait qu'il y a ce sujet humain qui va pouvoir étudier un objet, l'objet naturel, et tout ça peut se faire seulement dans le cadre d'une perspective, d'une pensée qui est extrêmement anthropocentrée. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'homme qui peut éventuellement être contre la nature, avec ou juxtaposé à la nature, dans la nature, mais certainement pas l'homme comme entité naturelle. L'homme peut, le sujet homme peut conquérir, battre, transcender, exploiter, posséder, dominer, contrôler, protéger. Éventuellement, ça peut être positif. Profiter d'eux, explorer, apprécier ou étudier cet objet qu'est la nature. Donc ça fait partie de notre fondement culturel, on pourrait dire mythologique, ontologique, qui sous-tend tout un tas d'autres aspects qui sont problématiques de la civilisation à laquelle nous appartenons. Et on pourrait espérer que ce serait possible de dépasser ça, donc peut-être aller vers une perspective qui ne serait plus anthropocentrée, mais peut-être bio ou éco-centrée. Alors dans la salle, il y en a peut-être parmi vous, en fait je sais qu'il y en a, qui ne sont, non seulement ils ne sont pas égoïstes, mais ils ne sont pas non plus des humanistes. En fait, ils ont une philosophie, ou elles ont une philosophie antispéciste, c'est-à-dire qu'ils vont inclure dans la sphère de la considération morale l'ensemble des animaux qui sont sentients. Donc avec une éthique qui n'est pas anthropocentrée, mais pathocentrée. D'accord ? Donc ça serait ça. Mais on peut aller plus loin. Les partisans de l'écologie profonde estiment que l'éthique doit être biocentrée, voire écocentrée, en considérant l'ensemble des êtres humains, voire même des écosystèmes, comme ayant une valeur en soi intrinsèque, indépendamment de ce que nous pouvons en faire dans une perspective utilitariste, qui est généralement celle de l'éthique anthropocentrée.
Quand on parle par exemple de services écosystémiques, c'est services pour nous, évidemment, les êtres humains. Et je voudrais vous proposer une autre citation, cette fois-ci d'un astrophysicien états-unien, Tom Murphy, qui a passé sa vie de scientifique à envoyer des rayons laser sur la Lune pour mesurer la distance Terre-Lune à quelques, je ne sais plus, centimètres près ou millimètres près. Jacques Lascar, s'il est dans la salle, doit le savoir. Et puis sur le tard, il a eu un cheminement intellectuel que je pense est assez parallèle au mien. Et désormais, il se définit comme un recovering astrophysicist, c'est-à-dire, on dirait, un astrophysicien en voie de guérison. Et voilà ce qu'il nous dit. Les êtres humains forment une espèce biologique relativement nouvelle sur la planète, une parmi des millions. Ils sont nécessaires à peu d'espèces, mais nécessitent l'existence de nombre d'entre elles. En outre, de nombreux humains sur la planète n'expérimentent avec la modernité que depuis très peu de temps, agissent sans égard pour les conséquences écologiques, dépensent rapidement un héritage matériel, participent d'une population temporairement gonflée par les fruits de cet héritage, causent d'énormes dégâts écologiques, conséquences irréfléchies de dépenses énergétiques et matérielles, gèrent un système fondé sur quelque chose d'aussi manifestement et intrinsèquement insoutenable que la croissance, décontextualisent délibérément nos vies en nous séparant davantage de la nature, sont assez puissants pour avoir déclenché une 6e extinction de masse, collectivement assez arrogants pour penser que nous nous en tirerons à bon compte, suffisamment éphémères pour ne pas mesurer l'ampleur de la folie, et peu habitués à réfléchir au contexte, car les vies sont de plus en plus structurées autour de préoccupations étroites. Dernière grille de lecture, ça sera l'Oliganthropocène, l'époque de quelques hommes. Parce que l'un des principaux problèmes de l'Anthropocène, c'est que c'est la faute à Homo sapiens. Mais ça efface vraiment l'histoire, mais alors de manière extrêmement brutale. Je suis désolé, mais Elon Musk et un indigène qui vit en Amazonie ou un paysan malgache, ils n'ont pas la même responsabilité dans les ravages écologiques contemporains. Et ça fait quand même plusieurs milliers d'années, en fait, depuis l'émergence des premières cités-États, qu'il y a des groupes d'humains plus ou moins grands qui disposent de pouvoirs plus ou moins concentrés pour diriger les sociétés humaines dans un sens ou dans un autre. Et il y a donc effectivement lieu de mettre, disons, l'accent sur certains êtres humains plutôt que sur d'autres. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous convaincre en mobilisant, un sociologue qui s'appelle Michael Mann, qui fait de la sociologie historique et comparée, et qui a écrit un grand œuvre en 4 tomes, c'est plusieurs milliers de pages. Il revisite l'histoire de l'humanité entre le néolithique et l'époque contemporaine à travers une grille de lecture basée sur ce qu'il appelle les sources sociales de pouvoir. Alors ce qu'il entend par pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, c'est la capacité d'amener les autres à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, nous entrons dans des relations de pouvoir impliquant à la fois la coopération, c'est pas forcément péjoratif, pouvoir, et le conflit avec d'autres personnes. Et ces relations, eh bien, elles génèrent des sociétés. Et Michael Mann, il identifie les 4 principales sources de pouvoir social comme étant le contrôle des ressources économiques, politiques, idéologiques et militaires. Ça devrait vous parler, je pense, c'est assez intuitif. Le pouvoir idéologique, évidemment, ça découle du besoin de trouver un sens ultime à la vie, de partager des normes et des valeurs et de participer à des pratiques esthétiques et rituelles avec d'autres. Donc ça inclut évidemment les religions, les croyances aussi séculaires. Vous pouvez avoir, mettons, le christianisme là-dedans, mais vous pouvez aussi mettre le libéralisme, pourquoi pas. Le pouvoir économique, lui, découle du besoin humain d'extraire, de transformer, de distribuer et de consommer les produits de la nature. Le pouvoir militaire, c'est l'organisation sociale de la violence concentrée et meurtrière. Et le pouvoir politique, c'est la régulation centralisée et territoriale de la vie sociale. La fonction de base du gouvernement est d'assurer l'ordre dans ce domaine. Si vous voulez des figures historiques qui canalisent ces diverses formes de pouvoir pour vous représenter de manière un peu plus concrète ce dont je parle, vous les connaissez, évidemment, quelles que soient les formes de pouvoir en question. Et puis éventuellement les attributs associés aux formes de pouvoir en question. Symboliquement, un texte sacré, de la monnaie. Là, si vous êtes général, vous avez une jolie casquette qui dit que vous avez du pouvoir militaire. Et si vous êtes roi, vous avez les attributs du pouvoir politique. Ce qui est intéressant, donc, c'est que d'après Michael Mann, on peut étudier l'histoire et voir en fait la source de l'évolution de l'histoire comme le fruit, le résultat
de réseaux socio-spatiaux de diverses formes de pouvoir qui interagissent les unes avec les autres, qui s'entremêlent et qui, ce faisant, donc, génèrent une dynamique historique. Et ce qui m'intéresse plus encore ici, c'est de partager avec vous, en l'occurrence, ma vision de là où on en est en termes de sources de pouvoir. Donc, quelle est la scène contemporaine des pouvoirs? Donc, en plus des 4 pouvoirs que lui identifie, politique, militaire, idéologique, économique, on peut éventuellement rajouter une 5e forme de pouvoir, dite technoscientifique. Là, pour le coup, ça fait débat entre les spécialistes du sujet. Il y a d'autres collègues de Michael Mann qui affirment ça, et lui n'est pas d'accord. Mais en l'occurrence, bon, dans la période contemporaine, on peut estimer que la science et les applications techniques de la science, en lien avec ces autres formes de pouvoir, jouent un rôle effectivement important, on va le voir. Donc, quels seraient, du coup, les acteurs majeurs du pouvoir politique? Évidemment, ce sont les États-nations bureaucratiques, depuis déjà assez longtemps. L'acteur majeur du pouvoir économique, c'est le capitalisme dans sa phase industrielle et financière. Et puis, j'ai rajouté une petite excroissance ici, avec des multinationales, puisque certaines d'entre elles ont un pouvoir globalement supérieur à celui de nombreux États. Et j'ai distingué les fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Meta. Parce que vous avez peut-être entendu parler de l'économie de l'attention et du capitalisme de surveillance. En termes militaires, évidemment, c'est le complexe militaro-industriel. En termes technoscientifiques, c'est le complexe technoscientifique dont je participe en tant que chercheur au CNRS. Et puis, si on voulait donner quelques mots-clés qui vont caractériser en fait ce qui, d'une certaine façon, motive ces diverses formes de pouvoir, eh bien, au niveau politique des États-nations, évidemment, il y a la volonté de contrôle et de régulation de la population sur l'État en question, et puis d'expansion territoriale, comme on le voit de manière assez malheureuse avec les guerres contemporaines. Au niveau économique, la volonté de profit, de rentabilité et d'accumulation du capital. Au niveau militaire, évidemment, la volonté de puissance, de supériorité et de victoire, parce que vous ne faites jamais la guerre en partant du principe que la défaite est une possibilité. Au niveau technoscientifique, la quête de vérité, de savoir et de maîtrise, selon que vous êtes, mettons, un théoricien des nombres, un astrophysicien ou un ingénieur qui souhaite appliquer les lois de la physique pour créer un dispositif technique. Et le mythe du progrès, évidemment, peut-être qu'il y a derrière ça une volonté de confort, une volonté de délivrance de certaines choses qui peuvent être déplaisantes en tant qu'animal et en tant qu'animal politique, voire de transcendance. Pensez par exemple aux transhumanistes. Évidemment, toutes ces formes de pouvoir interagissent les unes avec les autres, mais je ne vais pas vous détailler toutes ces flèches, c'est un peu rébarbatif. Et elles donnent lieu à l'émergence de risques potentiellement existentiels. Pensez évidemment au niveau du capitalisme industriel et financier, au ravage écologique, au dérèglement climatique, au capitalisme de surveillance, au niveau politique, aux guerres pour les ressources, l'accès aux ressources, la géo-ingénierie qui monte. Les armes, on a déjà des armes nucléaires qui existent et qui sont en train d'être améliorées. Des armes biologiques, des armes chimiques qui, au niveau technoscientifique, des conséquences potentiellement incontrôlées de l'intelligence artificielle, éventuellement aussi des biotechnologies et des nanotechnologies. Et je vais avoir une dernière citation, cette fois-ci d'un essayiste qui s'appelle Pierre Madelin et qui ne voudrait pas laisser le capital aux scènes, seul sur scène. Il voudrait également critiquer le rôle des États-nations ici. Il nous dit, si l'État est une puissance écocide, ce n'est pas seulement parce qu'il est instrumentalisé par le capital et soumis à ses intérêts, ce qui pourrait donner l'impression que la destructivité de l'État est liée aux circonstances historiques spécifiques qui sont les nôtres, donc que le problème tient à l'État capitaliste et qu'un État affranchi de la tutelle du capital pourrait faire l'affaire. Rien n'est moins vrai, car tout comme il y a au cœur du capitalisme une compulsion de croissance, dont nous avons parlé, il y a au cœur de la forme État une compulsion de puissance, la volonté d'accumuler de la puissance technologique et militaire pour rester compétitif dans la rivalité entre États, l'objet de la géopolitique. Or, cette accumulation passe nécessairement par la puissance économique et financière, de sorte que l'on pourrait dire que l'État lui aussi instrumentalise le capital pour parvenir à ses propres fins. Il a son propre agenda tout aussi destructeur. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? On va résumer. On a vu 7 grilles de lecture. On a commencé par l'Anthropocène, l'époque de l'être humain. Alors la force majeure, ça serait cette espèce d'abstraction qui est l'espèce Homo sapiens, et c'est une grille de lecture géologique, intéressante mais limitée.
Et puis, on a vu le Carbocène, l'Anglocène, l'Éconocène, le Capitalocène, l'Occidentalocène et l'Oliganthropocène qui proposent successivement des grilles de lecture énergétiques, historiques, biophysiques, socio-économiques, culturelles et politiques, où on a mis en évidence le rôle fondamental que joue l'usage massif d'énergie fossile, la diffusion du mode de production industriel, les théories économiques hors sol, le mode d'organisation sociopolitique et socio-économique capitaliste, la modernité occidentale en tant que mode de civilisation et le rôle historique depuis l'émergence de sociétés complexes des classes dirigeantes. Mais on aurait pu proposer tout un tas d'autres grilles de lecture. Et faute de temps, ça sera pour une autre fois. Par exemple, le Plantationocène, qui insiste sur l'importance historique de la colonisation et de l'esclavage, ça serait de la géographie politique. Le Thanatocène, qui insiste sur la guerre et la militarisation. Le Technocène, qui met en avant le rôle des moyens techniques de plus en plus démiurgiques. Ou encore le Sociopocène, peut-être qu'on manque globalement un peu d'empathie. Et mon préféré, le Mégalocène, l'époque de l'hubris, un rapport au monde peut-être un peu déficient. Et je vais terminer avec cette magnifique représentation schématique de mon même collègue astrophysicien Tom Murphy, où toute notre histoire commence là-haut, avec l'agriculture grâce à l'émergence d'un climat stable. Dernière déglaciation, on entre en Holocène, l'agriculture émerge, ça donne lieu évidemment à la fin au fait que les gens se déplacent moins. Merci. À l'émergence donc de possession, de surplus, d'accumulation et donc ensuite de droits de propriété. Le patriarcat, la division du travail qui va être de plus en plus avancée, l'émergence de hiérarchies particulièrement marquées, puis de classes sociales. Et là, on est déjà effectivement dans la civilisation avec la forme État et une ontologie et un rapport au monde un peu suprémaciste, anthropocentré. Effectivement, il y a déjà domination de nos animaux de trait, peut-être un modèle pour la domination d'êtres humains par d'autres, l'esclavage. Et à partir de là, la montée des conséquences écologiques. Désertification, perte d'habitat, érosion des sols, salinisation, surpêche, déforestation, début des extinctions d'espèces, pollutions diverses. Et à tout ça s'ajoute les Lumières, la science, la compréhension rationnelle scientifique du monde, qui va nous permettre un meilleur contrôle du monde. Oui, mais si c'est un meilleur contrôle pour faire les mêmes bêtises, ça va peut-être pas très bien se terminer. Et non seulement on a les moyens techniques grâce à nos connaissances scientifiques, mais on a les moyens énergétiques qui viennent quelques siècles après nous donner les moyens effectivement de transformer la biosphère en anthroposphère, de transformer l'arbre du vivant en supermarché avec le début de la 6e extinction de masse que vous connaissez. Donc si je reviens à nos grilles de lecture, eh bien l'Anthropocène, on peut dire ça aurait commencé avec la grande accélération il y a 50 ans, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter le Carbocène, le Capitalocène, l'Occidentalocène, et si on remonte bien plus loin, l'Oliganthropocène. Alors où est-ce que tout ça nous amène ? Le sociologue Zygmunt Bauman nous dit « Il est grand temps de s'interroger. Ces formes de vie en commun, que la plupart d'entre nous ne connaissent que par les rapports ethnographiques envoyés depuis les quelques niches restantes d'une époque dépassée et arriérée, appartiennent-elles irrévocablement au passé ? Ou peut-être la vérité d'une autre vision de l'histoire, et donc d'une autre compréhension du progrès, est-elle sur le point d'éclater ? Que loin d'être une fuite en avant irréversible, sans recul possible, l'épisode de la poursuite du bonheur dans les magasins a été, est et sera, à toutes fins utiles, un détour unique, intrinsèquement et inévitablement temporaire. » Dans un très joli témoignage audio qu'on a entendu samedi dernier, en hommage à Hubert Reeves, il a mentionné le fait qu'il serait triste que notre espèce disparaisse rapidement, parce qu'elle a apporté de très belles choses sur Terre, et je partage entièrement la création artistique, l'expression artistique, la connaissance scientifique du monde. J'étais un peu joueur et poil à gratter, mais évidemment j'adore la science. Et la compassion. Alors c'est sûr, Homo sapiens finira par disparaître comme toutes les espèces. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les siècles et les millénaires à venir ? Personne ne le sait. L'avenir est ouvert et va dépendre des luttes politiques qui seront menées dans les années, décennies et siècles à venir.
mais à titre personnel, j'ai du mal à croire que l'expression artistique et la compassion disparaîtront tant qu'il y aura des humains. La science moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, peut-être qu'elle disparaîtra. Mais la volonté de faire sens et de comprendre notre environnement probablement perdurera toujours. Et je vais terminer, c'est mon dernier transparent, avec quelques citations, je voudrais vous laisser avec ça. Le philosophe Heinrich von Wright nous dit « Abandonner la croyance au progrès comme une nécessité historique n'est pas la même chose que d'abandonner le travail pour le progrès comme une tâche. » L'écrivain états-unien James Baldwin nous dit « Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. » Et l'écrivain français Romain Rolland nous dit qu'il faut savoir allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Sur ce, je vous laisse avec une petite bibliographie sélective si vous souhaitez en savoir plus sur certains des sujets que j'ai évoqués ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.